Bon après-midi, mesdames, messieurs. Bon après-midi à la presse, aux personnes qui nous écoutent, parce que je pense qu'ici, on n'est pas les seuls à se poser la question comment la rentrée est préparée du point de vue sanitaire et comment se déroulera l'année scolaire sous des conditions Covid plus ou moins fortes. Tel que ça s'est passé en fin d'année scolaire. On a eu donc la peur et ça persiste. La situation n'a pas été comme auparavant. La situation est nouvelle pour tout le monde, pour les élèves, pour les parents, pour le corps enseignant, pour les communes, pour les ministères. Tout le monde a dû faire un maximum pour s'adapter, pour faire en sorte de garantir la sécurité pour tous les acteurs et également pour rendre l'école possible. Donc on peut être vraiment très content et remercier tout le monde pour l'effort que tout le monde a fait, parce que c'est ainsi qu'on a pu continuer et même terminer l'année scolaire. Maintenant, une nouvelle année scolaire va démarrer le 15 septembre et on ne peut pas exclure que cette année scolaire va se dérouler pendant toute une année, si possible jusqu'au 15 juillet 2021. Peut-être qu'il y aura les conditions tout le temps. Donc il ne s'agit pas seulement de conclure la prochaine année, mais il faut trouver un modèle qui nous permettra d'organiser la totalité de l'année scolaire pour dire à la fin, voilà, ça c'était une année scolaire complète qui aura la même valeur que les années scolaires précédentes. C'est pour ça que nous nous sommes fixés des objectifs. Pour ce qui est de l'organisation scolaire, et donc la transmission de ce que l'école doit transmettre, nous avons préparé tout afin de garantir le contrôle de la Covid et de faire en sorte de garantir la sécurité. Les expériences qu'on a pu rassembler avant le 15 juillet, vous savez, on a eu l'alternance entre le présentiel et les semaines de préparation. On a eu de l'expérience aussi lorsque les 2 dernières semaines, les classes étaient de nouveau réunies. Il y a également eu un rapport d'analyse qui a été présenté par Madame Lehnert et moi-même, où différentes instances sont venues par les ministères, par le script qui a été élaboré par toutes ces instances. Et ce rapport a fait état du Covid-19 à l'école et de toutes les constatations qui ont été faites les dernières semaines. Donc ce rapport constitue également un élément important pour préparer l'année à venir, parce qu'on a découvert qu'on peut se contaminer à l'école, mais ce n'est pas l'endroit où les jeunes attrapent la maladie, le virus, le plus facilement. Vous savez, toutefois, quand il y en a un qui a le virus, alors à la maison, il y en a plus. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'il n'y a pas eu de foyer d'infection dans les écoles. Donc là, on peut le dire. Le virus n'a pas été transmis de manière incontrôlée d'une personne à l'autre. Tout cela, ce sont nos expériences et cette analyse également sont une bonne base pour préparer l'année scolaire à venir. Une bonne base, c'était aussi les nombreuses conversations que j'ai eues ces derniers jours avec beaucoup d'acteurs, des personnes de l'école fondamentale, des lycées, dans les centres de compétences, les syndicats, les représentants des parents, des enseignants. Et tous les acteurs sont unanimes pour dire que c'est la bonne approche pour l'éducation,
afin que d'une part, on assure le droit à l'éducation et de l'autre côté, pour qu'on prenne qu'on garantisse un minimum de risques. Et c'est voilà ce qu'on doit continuer pendant l'année. Ce sont les lignes de conduite qui doivent nous guider. On ne pourra pas maintenir tous les cours. Il se peut que l'un ou l'autre cours saute et il y aura des élèves en quarantaine, mais il faudra faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Parce que chaque cours qui est supprimé, c'est un manque d'éducation pour les élèves. On se souvient encore des derniers mois quand il y avait cours uniquement une semaine sur deux. Ça n'a pas mal fonctionné, mais on ne peut pas s'imaginer que ça se poursuive pendant la majorité ou pendant la totalité d'une année scolaire. Parce que nous nous souvenons des inconvénients et des problèmes qu'il y a eu. Donc, pas tout le monde a pu participer de la même manière. Tout le monde n'a pas eu le même matériel informatique. Tout le monde n'a pas eu du soutien à la famille, dans la famille, des parents, des sœurs et frères, etc. Et tout le monde n'a pas eu la paix nécessaire pour se consacrer aux études à la maison. Et nous savons qu'il y a également des élèves qu'on a pu très peu joindre ou même pas joindre du tout. Donc, et on sait que ce qui a manqué, c'est ce qui est le plus important, c'est le contact direct, le lien direct entre les enseignants, les éducateurs et les jeunes. Si une telle situation se prolongeait, alors il y aurait moins de justice. Et vous savez, à Luxembourg, cette exigence d'éducation auquel tout le monde a droit, ce ne serait pas compatible avec une situation comme il y en a eu auparavant. Donc le modèle que nous avons maintenant mis au point tient compte de tout ça. Un maximum de chances pour l'éducation, le moins de chances d'opportunités pour le virus. C'est le modèle que nous avons établi pour analyser et réaliser les objectifs et cibler les mesures. Ce rapport d'analyse que je viens de citer, et il a conclu que les règles sanitaires telles qu'on les a appliquées fin d'année scolaire, que ça a fonctionné au maximum. Et pendant l'année scolaire à venir, on va maintenir une continuité pour ces mesures sanitaires. Mais il y a des changements. Une des plus importantes, c'est une approche différenciée. On a des mesures objectives, ciblées pour certaines mesures. Jusqu'à présent, dans toutes les écoles, que ce soit Rhume-Lange ou précoce, vol en première, les règles étaient quasi les mêmes. Maintenant, on veut les cibler par rapport à la situation de chaque école. Nous voulons donc aussi regarder les régions, parce que dans le rapport d'analyse, on a constaté que la propagation de la COVID-19 est également le reflet de la situation dans le pays. Il y a donc cette répartition par région. Nous allons en tenir compte s'il y a plus de cas positifs dans une école, dans une structure d'accompagnement, alors on mettra en place, on imposera des restrictions sanitaires plus précises et plus fortes. Donc il y aura des différenciations suivant les structures, avec l'avantage que ceux qui sont le moins concernés bénéficient d'une normalité plus importante. Un autre élément qui est nouveau, c'est la collaboration étroite, encore plus étroite, entre les deux ministères concernés, le ministère de l'Éducation, qui est également responsable des jeunes et des enfants, et d'autre part, le ministère de la Santé. Je dois dire que notre collaboration est excellente.
avec non seulement avec la ministre, Madame Lehnert, mais également avec nos services. Et ce, au cours des dernières semaines, dans le but de préparer l'année scolaire à venir. Et je remercie tous les responsables de la santé. Et je vais vous dire à tous les journalistes que le docteur Schmidt, directeur de la santé, est ici, est présent. Et s'il y a des questions tout à l'heure qui concernent le côté médical, il va être à disposition pour répondre à vos questions. Pour l'année scolaire à venir, on mettra sur pied une cellule permanente d'experts de l'éducation et d'experts de la santé. Ça veut dire il y aura une concertation permanente, un échange plus ciblé. Les décisions sanitaires vont être prises par les experts en la matière et les mesures éducatives vont être prises par les pédagogues. Chacun aura sa compétence, mais la collaboration se fera de manière quotidienne, la prise de décision également, puisqu'on pourra évaluer au jour le jour la situation et adapter les mesures nécessaires, les mesures sanitaires si nécessaire. On fera également une communication transparente, un reporting régulier au public, également aux personnes concernées directement, aux écoles, etc. Et je pense que tout le monde dans ce pays est intéressé, sinon concerné, de la situation dans les écoles et pour les jeunes. Donc ce rapport présenté il y a 3 semaines va être régulièrement adapté à l'avenir et mis à disposition au grand public. Nous souhaitons que tout le monde ait confiance à l'école. Il s'agit du côté pédagogique, de l'éducation, tout en faisant tout pour que le virus reste dehors. Et cette confiance, pour l'obtenir, il faut absolument la transparence et également une documentation claire pour faire en sorte de garder le virus à nos portes. Ici, nous avons aussi la stratégie de test retravaillée. Ces derniers jours, beaucoup d'élèves, des enseignants, etc., ont été invités à se faire tester. Tous les élèves, tous les professeurs, tous les éducateurs, donc tous les professionnels également peuvent se faire tester avant la rentrée. Et ceci encore pour garantir une sécurité maximale, même après le retour des congés. Nous l'avons entendu de la part de la ministre de la Santé que la moitié des cas testés positifs sont des gens qui reviennent des vacances. Donc il faut les détecter le plus tôt possible et ne pas les faire venir à l'école pour empêcher les infections. En général, la nouvelle stratégie de test qui va démarrer et qui concerne toute la population, ça se reposera sur les familles avec enfants. Donc c'est une conclusion du rapport que nous avons soumis, parce qu'on remarque que souvent les jeunes sont contaminés au sein de la famille et c'est pour ça qu'il faut mettre l'accent sur les familles dans le cadre du testing. Le testing sera plus ciblé, ce qui veut dire que les écoles qui souffrent plus de cas positifs vont être testées davantage. Si bien qu'on pourra davantage encore interrompre les chaînes d'infection et nous prouverons qu'on fera tout pour garantir un système scolaire le plus normal possible. Et je suis très content qu'on réfléchisse à une station de testing mobile pour tester si besoin et toute une communauté scolaire, ce qui sera plus facile que de faire venir chacun séparément à une station de test. Donc la station de test mobile dans un bus, dans une camionnette, viendra auprès des écoles. Et ça aura l'avantage d'augmenter la participation. Et ça, c'est le message que je répète encore. Si vous recevez une invitation, faites-vous tester. Ça
permet à vous et à vos proches d'avoir davantage de sécurité. Les bâtiments scolaires, oui, ce sera également des locaux qui sont organisés d'après des règles strictes au niveau sanitaire dans le but d'éviter les infections. Et les mesures sanitaires que nous avons prises avant l'été ont porté leurs fruits et nous voulons continuer dans la même veine pour la surveillance des locaux, des infections régulières, etc. Les élèves, les professeurs se laveront les mains clairement. Il y aura des chemins pour circuler, pour ne pas se croiser de trop. Et concernant la protection buccale, ce sera toujours le cas. Il faudra garder son masque jusqu'à ce qu'on arrive sur la chaise de sa salle de classe. Il y aura certaines exceptions, je vais en dire un petit mot plus tard. Nous nous engageons encore pour protéger les élèves et les enseignants vulnérables pour ne pas les mettre en danger. Nous allons tout faire, d'une part, pour empêcher les infections, pour que dans les écoles, il y ait beaucoup de cas, et nous nous engagerons encore davantage que ceux qui sont vulnérables, qui n'arrivent pas en contact avec le virus, ni à l'école, ni à la maison. Donc, ils pourront bénéficier d'un enseignement à domicile. Une grande importance est mise sur les endroits où on se rencontre au sein de l'école, dans les bibliothèques, dans les récrés, là où on prend un café, cafétéria. Ça veut dire que la récré, ça ne veut pas dire une récré au niveau des règles sanitaires. Même quand on arrive dans la pièce où on prend son café, il faut que là, on respecte les conditions. Évidemment, on a envie de se laisser aller un peu, on ne veut pas être restreint tout le temps, mais il faut tout de même penser à maintenir, à observer ces règles. Nous ferons de la communication dans les écoles, ciblée envers les élèves tant que vers les profs. Et un autre point, c'est le contact entre les adultes. C'est également important pour eux de garder 2 mètres de distance ou alors de porter le masque, même dans les pièces de conférence ou alors lors des réunions de parents. Tout est possible, mais il faut observer les règles parce que je pense que tout le monde les a assimilées maintenant. Et il faudra les appliquer dans toutes ces situations. Et ceci afin que ce volet-là des écoles, le contact entre le corps enseignant, les élèves, entre parents et corps enseignant, ces relations doivent être le plus normales possible. On met l'accent maintenant, et c'est nouveau, sur l'aération des pièces. D'après les découvertes scientifiques, on sait que quand il y a beaucoup de personnes qui se trouvent pendant longtemps dans une pièce fermée, il faut aérer, il faut laisser rentrer l'air frais et faire sortir l'air usé. Et c'est pour ça que nous demanderons à toutes les écoles d'aérer l'ensemble des locaux le soir et de faire une grande aération le soir, toutes portes, toutes fenêtres ouvertes pendant longtemps. Et pendant la journée, quand l'école fonctionne, nous aérons également. Tout dépend évidemment des bâtiments, des infrastructures. Ça dépend également des installations techniques. Il y a des bâtiments qui sont équipés de manière technique de sorte qu'on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Alors il faut mettre en route les installations techniques.
Il y aura peut-être des moments où on fera un petit courant d'air en ouvrant les fenêtres, les portes, mais il y aura des moments où on fera de l'aération au coup par coup pour ne pas faire descendre la température de trop dans la pièce. Tout dépend de la température à l'extérieur, mais il faut changer d'air. Mais aussi, nous comptons sur tout le monde que les bonnes pratiques, c'est aussi de donner cours à l'extérieur, parce que là, à l'extérieur, il y a une aération permanente, donc il ne faut pas s'en préoccuper. Et la nature est un lieu pédagogique optimal aussi en automne et en hiver. De plus, nous donnerons des instructions supplémentaires et nous sensibiliserons concernant les enfants malades. On sait que en automne, en hiver, il y a des enfants qui vont des fois à l'école en présentant des symptômes qui ne sont pas toujours graves, mais par les temps qui courent, ça pourrait provoquer des irritations ou ça pourrait mener à la Covid. Les enfants ont des fois des toux, des rhumes, des mal de tête et du mal de tête, etc. Ce sont des symptômes qui peuvent être liés à la Covid-19, mais ce n'est pas obligatoire. En général, ce qui est important, ce n'est pas nouveau, de faire en sorte que ces enfants-là qui présentent des symptômes restent à la maison. C'est aussi toujours le cas pour le moment. Mais vous savez aussi que c'est difficile à évaluer. Et c'est pour ça, dans les communications que nous allons faire, qui s'adresseront aux parents, on décrira des différentes catégories de symptômes. Des symptômes plus légers, quand il y a un seul qui se manifeste, on n'aura peut-être pas la suspicion de la Covid, parce que vous savez, il y a des gens qui se mouchent toute l'année. Il y a des enfants à qui ça arrive d'avoir des maux de tête. Et c'est pour ça qu'on dit maintenant, quand il y a un symptôme isolé, un seul, ce n'est pas toujours sérieux, mais il y a des symptômes plus graves. Si on a une toux plus grave, de la température, alors il faut une évaluation différente. Et alors là, un seul symptôme suffit pour dire que l'enfant, le jeune, doit rester à la maison. Et par la suite, on le laisse tester, on le fait tester, bien sûr. Il faut réagir à ce genre de situation, mais attention, ne surréagissons pas, parce que il faut être sûr qu'il faut voir si ça a quelque chose à voir avec la Covid. C'est pour ça que je fais un appel aux parents. Si les enfants sont malades, gardons-les à domicile, si bien que l'école ne sera pas confrontée à ce genre de questions. On va commencer l'année scolaire avec l'ensemble de l'offre scolaire. À la fin de l'année scolaire, nous nous sommes affairés à transmettre les contenus essentiels, mais l'éducation, c'est plus que le calcul, l'orthographe, la grammaire. C'est aussi le contact, faire de la musique, se bouger, c'est aussi sortir, avoir des projets, voir des copains. L'éducation avec les livres seuls, la tablette seule, ça ne fonctionne pas. Il faut du contact social avec d'autres personnes. Et c'est pour ça nous allons offrir la gamme complète de matières, comme c'est le cas en temps normal, tout en respectant les fortes conditions sanitaires. Et il y aura également des cours d'éducation physique. Ce sera les mêmes règles. On garde son masque. On va au vestiaire
en portant le masque, on se change et ce n'est que quand on va dans la salle de gym ou dans les douches qu'on l'enlève. Et quand on revient de la salle et quand on se change de nouveau, on remet également tout de suite son masque. Pour les sorties, les excursions, qu'on autorisera d'abord dans le pays avec protection buccale. Par exemple, si on va faire une excursion dans le musée ou ailleurs, il y aura un concept sanitaire et pour ces élèves qui participent, l'école observera ces mesures. Pendant la semaine prochaine, on donnera un rapport à tout ce qui est volet éducatif dans les classes, toutes les institutions pour leur expliquer quelles activités peuvent se faire et sous quelles règles. Un petit mot concernant les maisons relais, c'est en étroite collaboration avec les écoles. Les mesures continueront. Il faut savoir que là, avec 30 enfants, on peut faire des activités. On peut fonctionner sans masque, sans distanciation. Ce n'est que quand on se rencontre avec des externes, alors on met son masque et on garde la distance. On a fait de bonnes des expériences avec ce procédé pendant l'été, pendant les colonies, etc. On va continuer ce système-là à la rentrée. Une normalisation aura lieu au niveau des cantines scolaires, au fondamental tant qu'au secondaire. Là, il y aura également des règles que nous connaissons déjà, les règles telles qu'elles existent au restaurant partout, que ce soit dans les restaurants normaux ou les cantines professionnelles, parce qu'il nous importe que les enfants mangent de manière équilibrée au bon moment. C'était bien d'avoir fait les encas, mais on ne peut pas manger tout le temps avec son paquet repas. On va revenir à la normale. Et donc le modèle qu'on avait fin de l'année scolaire, ce n'est pas le modèle qu'on aura à la rentrée. Ainsi, dans les cantines scolaires, on aura maximum 10 personnes à table. On gardera son masque jusqu'à ce qu'on soit assis et qu'on mange. Quand on va chercher sa nourriture, on met son masque, on ne se sert pas soi-même. On est servi, même si c'est un buffet, on est servi, ou alors on est servi à table. Ce sont les mêmes règles que nous les connaissons dans les restaurants. Et ce sont les règles qui vont être appliquées dans les restaurants scolaires sous surveillance, bien entendu. On nous a demandé pour le lycée les paquets... les lunch packets ont eu du succès, donc on va continuer à les proposer. Parce qu'on se dit peut-être qu'il y aura un peu trop de monde dans les cantines scolaires, alors ces élèves-là pourront encore commander leur paquet déjeuner. Mais cette règle des 10 personnes est toujours d'application dans les restaurants scolaires. Vous voyez, on fait de nouveaux pas vers la normalité tout en observant des mesures sanitaires strictes. On trouvait que c'était important de donner au lycée la possibilité d'aller un peu plus loin, même au niveau de certains points. Il faut faire la distinction entre un danger objectif et les mesures clairement imposées, et d'autre part, un sentiment subjectif de sécurité. C'est moins tangible et on ne peut pas toujours l'observer de l'extérieur. Il nous est important de faire en sorte
que tout est fait pour que tout le monde participe et donc l'ambiance dans une communauté scolaire est importante. Non seulement est important non seulement de maintenir un concept sanitaire strict, mais il faut aussi le faire accompagner d'un sentiment de sécurité renforcé. Il faut se sentir bien dans les écoles. C'est pour ça que les écoles auront la possibilité d'appliquer des mesures individuelles. Il y a 2 mesures. Une n'est pas tout à fait nouvelle. On a dit il suffit d'avoir sa protection buccale jusqu'à ce qu'on soit assis sur sa chaise, mais il y a toujours eu des écoles, des enseignants qui ne voulaient pas ceci. Donc il y a une possibilité maintenant que le lycée décide si on garde la protection buccale pendant les classes ou pas. Donc ça fonctionne pour nous. Et vous voyez, ça nous montre qu'il faut tout le temps peser le pour et le contre, reconsidérer des mesures. C'est une mesure qui propose plus de sécurité, mais d'autre côté, est-ce qu'une telle mesure peut peut-être empêcher le déroulement normal de l'école? Donc les écoles qui vivent ces situations tous les jours pourront décider. Lorsqu'il y a des examens, tout le monde pourra enlever son masque. Ça, c'est important. Donc, dans ce genre de situation d'examen, il n'y a pas d'obligation. Je pense que c'est une décision que nous avons, qu'une direction scolaire d'un établissement doit prendre avec beaucoup de doigté. Et il est important de concerter d'abord les enseignants, les parents, afin de bien se rendre compte des angoisses qui existent, prendre cela au sérieux et faire en sorte que les gens soient convaincus de la mesure. Une autre mesure, c'est le modèle de l'école à domicile, surtout pour les dernières classes. Les écoles ont la possibilité, à partir de la 4e, de mettre en place un modèle partiel d'éducation à domicile. La décision incombe au lycée. L'idée est de faire suivre une partie de la classe, de l'élève de la classe, qu'ils puissent suivre les cours chez eux. Il y aura du streaming. Une partie de la classe pourra rester à domicile pour suivre ses cours. Donc c'est l'école, l'établissement qui décidera si c'est mieux ou pas. Il y a également la possibilité d'une rotation tous les jours, toutes les semaines, un tiers de la classe, une moitié. Donc c'est l'établissement scolaire qui l'en décidera. Peut-être qu'une école sait que pour un tel et tel élève, il y a eu des difficultés d'établir le contact. Pour d'autres, ça s'est mieux arrangé. Donc c'est une possibilité qui existe pour les écoles de prendre une mesure supplémentaire et nous leur donnons la possibilité d'avoir des équipements informatiques supplémentaires. Nous avons commandé 15 500 tablettes supplémentaires pour offrir ce genre d'équipement aux élèves qui n'en ont pas encore. Ce ne sera pas une raison de ne pas participer que de ne pas avoir l'équipement. Pourquoi cette mesure uniquement pour les classes à partir de la 4e? Vous savez, il y a des discussions scientifiques. Les enfants transmettent le virus moins que les adultes, mais on sait aussi que ceux de 16, 17, 18, 19 ans, les élèves qui sont dans les classes de 4e, 3e, 2e, 1re, ces élèves-là réagissent plutôt comme un adulte que pour un enfant, que comme un enfant. Et on a un effectif plus important, donc jusque 29, il y a eu on veut éviter ce genre de cas.
il y a plus de cas chez les élèves plus âgés que pour les élèves du fondamental. Donc, il y aura toujours l'importance de la distanciation. Donc, pour la respecter, on prend cette mesure. Voilà les mesures avec lesquelles on démarrera l'école. C'est le scénario de base. Pourtant, il y aura toujours moyen de renforcer les mesures en fonction de l'évolution. Pas seulement dans l'évolution, par rapport à l'évolution dans tout le pays, mais par rapport à l'évolution dans les établissements en particulier. Nous avons développé à cet effet 3 scénarios. Comment réagir s'il y a des cas positifs chez les jeunes? Dans le premier cas de figure, c'est un cas isolé. On en a eu, c'est ce qui s'est produit le plus. La plupart de ceux qui ont été positifs à l'école, ce sont des élèves qui se sont infectés au sein de la famille. C'est la majorité des cas. Là, il y a donc un élève qui a été testé positif et il n'y en a pas autour de lui à l'école qui sont testés positifs. Dans ce genre de cas de figure, on peut renoncer à une quarantaine. Toutefois, les élèves qui étaient en contact direct avec cet élève vont être isolés. Donc peut-être pendant ce temps-là, on ne va plus à la cantine, on ne participe plus à tel cours. Ou ça veut dire aussi il faut mettre son masque pendant ce temps-là et qu'on se fasse tester et que uniquement quand on a un test qui s'avère négatif, qu'on retourne à une situation normale. Deuxième cas de figure, c'est lorsqu'on a plusieurs des cas dans une classe, par exemple, sans qu'on puisse dire immédiatement, ils se sont contaminés les uns les autres. Là, on fera les quarantaines. C'est comme dans le premier scénario, comme en plus d'une quarantaine. Donc, on mettra en place la quarantaine et ces jeunes-là, aussi éducateurs et enseignants, on va les sortir de l'école pendant un certain temps et on finira par faire le test. Et si le test est négatif, le déroulement sera normal de nouveau. Troisième cas de figure, c'est celui qu'on ne souhaite pas. C'est le cas de chaîne d'infection au sein des écoles. Et là, quand on a une suspicion forte qu'il y a des infections entre élèves dans une classe, dans une école, on mettra les élèves et les enseignants en quarantaine. Et dans ce cas-ci, on prendra des mesures supplémentaires, peut-être même pour les écoles. Et ces mesures seront prises par la cellule commune du ministère de l'Éducation et du ministère de la Santé, sur base des constatations qu'on fait. S'il y a une suspicion qu'il y a eu une infection à l'école, alors on a des éléments clés. Par exemple, les gens étaient à la récré ensemble, à la cantine, etc., où ils faisaient du sport ensemble. Alors on a une indication pour établir les mesures sanitaires. Les mesures sont toujours qu'il y a la possibilité de tester encore davantage. Et au lycée, on peut aussi appliquer ou imposer les mesures qui étaient autonomes avant. On peut imposer, par exemple, que dans certaines classes ou dans certaines écoles, le masque doit être porté pendant les cours. Ou alors que des élèves auront cours à domicile. La question qu'on m'a posée beaucoup de fois ces dernières semaines, c'est la suivante. Est-ce que vous voyez la possibilité de fermer les écoles, de travailler avec des groupes A, B, d'aller à l'école une semaine sur l'autre?
On nous dit souvent le système a bien fonctionné, pourquoi ne pas continuer? Je vous l'ai déjà dit, c'était possible et justifié quand il restait quelques semaines pour finir l'année scolaire. Mais ici, dans l'optique d'une année complète, il y aurait des répercussions et des inconvénients. Et on doit y veiller, par exemple, le rythme journalier des élèves, puisque certains élèves ne sont pas joignables. Et on a perdu beaucoup d'heures de cours. On avait moins de la moitié d'heures de cours qui ont pu avoir lieu au sein de l'école. C'était une solution viable pour certaines semaines, mais pas pour toute une année scolaire. Si on veut donner des chances maximales pour l'éducation et le moins de chances pour le virus, alors cette idée de fermer l'école ou d'avoir un modèle d'alternance n'est pas un modèle à appliquer uniquement peut-être dans des situations d'urgence. On pourrait penser au cas où il y aurait de nouveau un confinement partiel, dans le cas où il y aurait une expansion exponentielle du virus. Alors on dirait aux élèves rester à la maison. Parce qu'on sait que ne pas les faire venir à l'école, là il y a un cadre strict, il y a une autorité. Il peut y avoir quelqu'un qui contrôle ces règles et qui sanctionne les comportements, si ce n'est pas le cas. Donc en dehors de l'école, on ne sait pas où il serait s'il n'était pas à l'école. Donc je pense que c'est toujours plus sûr pour les élèves d'être à l'école. Donc une telle possibilité, ce serait envisageable si les commerces seraient de nouveau fermés, la gastronomie les commerces ne fonctionneraient plus, les possibilités sportives ne seraient plus possibles. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il serait justifié d'avoir de nouveau recours à un modèle comme nous en avions un en fin d'année scolaire. Maintenant, toutefois, la situation est différente. L'année scolaire 2020-2021 sera marquée par la Covid-19. On continuera à faire tout ce qui est possible pour protéger chaque élève, chaque enseignant, dans la mesure du possible. Et je veux en appeler à tout le monde, respectons toutes et tous, les gestes barrières. Faisons attention les uns aux autres, observons les règles qui sont faciles, qu'on a déjà assimilées, en grande partie au moins. Et je remercie déjà les adultes, les éducateurs, les professeurs, les écoles qui donneront l'exemple au sein des écoles pour les encourager à utiliser, à observer ces règles et à veiller les uns aux autres. Il y aura des défis cette année scolaire, des défis qu'on ne peut pas prévoir. Pas prévoir dans ce plan, dans les communications qui iront aux écoles. Mais je suis sûre que ce genre de défis, on réussira à les maîtriser ensemble et qu'ensemble, jeunes et professionnels, parents, élèves, tout le monde aura des expériences qui nous aideront à l'avenir. Il y a encore un point avant de finir. Nous avons parlé beaucoup de règles sanitaires. Nous avons ces règles sanitaires pour qu'il soit possible de continuer l'enseignement, pour qu'il y ait de l'éducation à tous les niveaux. Les élèves ont non seulement un droit à l'éducation,
ils ont dû y renoncer pas mal pendant ces derniers mois. Et ce droit à l'éducation, ce n'est pas seulement l'école, c'est aussi les contacts sociaux. Et si on sait qu'il y a des jeunes qui ont eu peur de jouer, par exemple, peur de voir des amis, de se rendre chez les grands-parents, et si on sait que la peur, c'est l'ennemi d'un développement sain des élèves, alors on voit qu'on leur en a demandé beaucoup. Ils ont souffert beaucoup. Ils ont dû renoncer à beaucoup, les jeunes, pour protéger les personnes vulnérables, pour protéger les personnes malades. Et maintenant, c'est le moment qu'il faut rendre aux jeunes. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de vue que les règles sanitaires sont nécessaires et qu'elles sont nécessaires pour que l'éducation soit possible et l'enseignement soit possible. C'est notre contribution à leur évolution positive par les temps de virus. Et nous allons également faire en sorte que l'école sera l'endroit où il y aura un fonds pédagogique. La semaine prochaine, il y aura une conférence de presse sur les moyens pédagogiques. Il y avait de toute manière lieu de faire des nouveautés, mais il y aura des réponses aux questions que se posent des jeunes par les temps de virus. Et c'est notre obligation d'y réagir dans une année de Covid. Je pars du principe qu'il y aura pas mal de questions. Une dame du Fort, est-ce que c'est correct que le tracing n'est plus fait par la santé, mais que ça relèvera de l'éducation? Et qui fera le tracing? Il faut différencier. On a une collaboration étroite entre l'éducation et la santé, avec le but de passer le Covid ensemble, de naviguer à travers les difficultés. Chacun a ses compétences, bien sûr, donc les compétences de la santé demeurent dans ce ministère et les nôtres également, mais ça ne veut pas dire qu'on ne se soutient pas. Concernant le tracing pour les écoles, nous avons une proximité aux informations. Dans les écoles, on sait quel élève a été en contact avec quel service, avec quel jeune, avec quel adulte. Et je pense qu'on pourra donner plus rapidement des réponses qu'on mettra à disposition du ministère de la Santé. Pour ce qui est du tracing en dehors des établissements scolaires, ça restera du côté de la santé. Nous cherchons les informations qui concernent la vie scolaire, la vie en communauté. Autre question par rapport aux élèves vulnérables, plutôt dans le fondamental et dans le cycle inférieur du secondaire, y a-t-il une alternative à l'enseignement à distance? Parce que si ces enfants sont vulnérables, ils doivent rester à la maison. Donc, est-ce que ce serait une alternative de faire des petits groupes au sein des écoles? On avait déjà en partie ce genre de solution, donc il faut voir au cas par cas. Il ne se peut pas qu'un élève vulnérable reste à la maison pendant des mois et des mois. Je vous ai dit, c'est l'évolution de l'enfant qui est importante. Les contacts sociaux vont se perdre si l'élève doit rester à la maison tout le temps. Il y a des alternatives, bien sûr.
Ce sont des aménagements qu'on peut prendre au sein de la classe quand on maintient les distances, par exemple, des plus petits groupes. On regarde au cas pour cas. Et si c'est possible, c'est appliqué. Dernière question. Pour autant que je sache, l'une ou plusieurs syndicats proposent de prendre la température au sein des écoles. Apparemment, ça a été rejeté. Quelle en est la raison? C'est une mesure qui a été analysée, discutée avec les instances de la santé. C'est un indicateur. Ce n'est pas le devoir de l'école. C'est un combo aux parents de voir si les enfants ont des symptômes et les parents prennent la décision de laisser les enfants à la maison. Nous n'allons pas prendre la température de manière systématique parce qu'il peut y avoir des mauvaises décisions. C'est pour ça que nous avons pris la décision de ne pas prendre cette direction-là. Tag Black. Avant la rentrée, il y a eu certaines réunions de parents. Est-ce que vous avez certaines idées, certains tuyaux, comment faire quand il y a plus de 10 personnes? Comme je l'ai dit, on veut qu'il y ait des réunions de parents, qu'il y ait des réunions entre enseignants. Nous souhaitons que ce soit possible. Mais quand il y a des rencontres entre adultes, il faut maintenir les règles des 2 mètres et de la protection buccale. On souhaite à tous les parents et aux écoliers que les parents puissent rentrer dans la salle de classe premier jour de l'école, mais je ne sais pas si c'est possible. Parce que si vous avez 15 élèves dans une salle, encore plusieurs personnes pédagogiques, alors même un par an, je sais que ça fait beaucoup de monde. C'est une question qui se discute maintenant. On parle des alternatives, par exemple. Peut-être qu'il peut y avoir une réunion de parents qui se fait avant. Parce que comme on a beaucoup de langues différentes, il y a quelquefois des réunions de parents avec une langue puis une autre. Donc ceci, c'est faisable parce que ces contacts sont importants pour nous, pour garantir la réussite du processus éducationnel. Parents, élèves, profs, tout le monde doit pouvoir se rencontrer tout en respectant les mesures. Autre question sur l'aération. Donc il y a le taux d'humidité qui peut jouer un rôle pour la propagation du virus. Est-ce qu'on pense à équiper les pièces d'équipement pour aérer? On discute, on lit pas mal de choses sur des possibilités techniques. C'est souvent intéressant pour ceux qui en font ce genre d'appareil. On a discuté en détail ce point, on a analysé et tous ces outils, donc c'est les filtres à air par exemple, pas seulement les humidificateurs. Il y a des possibilités de réduire l'humidité en sortant l'eau. Il y a différentes techniques. Et il y a des mesures qu'on a analysées, mais on n'a pas retenu ces mesures parce qu'on estime, les experts avec qui on a discuté estiment que ce n'est pas une solution. La radio 100,7, que se passe-t-il au cas où un écolier, un élève refuse de se faire tester? Dans votre scénario, par exemple, refuse de porter le masque, est-ce qu'il y a des sanctions dans ce cas? Je dois faire la différence ici entre différentes choses. Les tests qu'on fait
dans le contexte des tests à large échelle. C'est sur une base volontaire. Je vous appelle à le faire. Il y a ces installations mobiles, s'il le faut, s'il faut tester rapidement, pour augmenter le taux de participation. Mais pour ce qui est d'un test qui est ordonné par la santé, parce qu'on a été en contact avec une personne positive, alors là c'est différent. Si dans ce cas-là, on ne fait pas ce test, on ne sort pas de la situation. Par exemple, si on se trouve en quarantaine, on ne sort pas de cette situation, sauf si le délai est très très long, si la maladie part toute seule. Donc là, le test est là pour sortir d'une telle situation, de la quarantaine par exemple, ou sortir de l'isolement dans le premier cas de figure. On a regardé ce point ensemble avec la santé, on a regardé comment réduire au minimum la quarantaine. Et je suis d'accord pour dire que s'il y a des élèves ou des adultes qui ne participent pas, qui ne montrent pas de la bonne volonté, alors il serait normal qu'on les laisse, que la santé décide qu'ils restent à la maison pour faire la quarantaine. Une des propositions dans le contexte, si c'était nécessaire de fermer l'école pendant un certain moment, est-ce que ce serait possible alors de rattraper le retard pendant les périodes de congé? Par exemple, si on devait fermer, est-ce qu'on pourrait, par exemple, récupérer les cours pendant Pâques au Pentecôte pour rattraper le retard? Je pense que les jeunes ont besoin des deux choses, d'enseignement et de congé. Et vous ai dit tout à l'heure ce que les jeunes ont raté, et ce sont des choses qu'on peut uniquement rattraper pendant les vacances. Donc c'est pour ça que je trouverais que ce serait très dommage, je l'ai toujours dit, ce serait très dommage si on devait enfermer les jeunes à la maison, donc enlever leur liberté, ne pas sortir de chez soi. Et après, s'il y avait des vacances, si on disait à ce moment-là, maintenant tu vas à l'école, ce serait injuste par rapport à un jeune. Et là, la stimulation manquerait qui est nécessaire pour évoluer. C'est pour ça qu'on n'a jamais envisagé ce cas-là. Une autre question concernant la communication. Que faut-il faire en tant que journal? Que faut-il faire quand on envoie un email au ministère pour avoir une réponse? On a d'abord un service de communication qui a une bonne relation avec la presse, avec les journalistes, qui essaient d'être réactifs. Il y a des fois des questions auxquelles on ne peut pas répondre, alors on le dit. Il ne suffit pas d'envoyer juste un mail au ministère. C'est peut-être le problème. Bien qu'on a une adresse mail pour le public, grand public, on essaie de répondre. Je n'ai encore jamais reçu une seule réponse pendant les 6 derniers mois, quel que soit le mail auquel j'ai écrit. Donc on va faire en sorte que vous ayez une réponse. Le Luxembourg Times. Certaines écoles internationales sont déjà ouvertes. Comme si j'ai bien lu, à l'école internationale, il y a déjà 48 élèves en quarantaine. Est-ce que ce ne serait pas mieux de tester tous les élèves avant la rentrée? Exactement pour cette raison, j'ai insisté que pour les autres écoles qui vont ouvrir le 15 septembre, qu'on fasse les tests avant. C'est exactement l'argumentation qu'on a déjà eue. Il y a certaines écoles privées qui ont déjà commencé et elles se trouvent dans cette situation. Les élèves sont testés maintenant. Et si une personne a le virus,
l'élève est déjà allé à l'école, est testé positif, et puis voilà. Alors il faut voir s'il faut une quarantaine ou un isolement. Ça, c'est une situation qu'on veut éviter pour la majorité des établissements qui ouvrent le 15 septembre. Avant, ce n'était pas possible parce que souvent les élèves ou les parents n'étaient pas présents au pays. Donc, vous ne pouvez pas garantir que chaque école soit testée. Les tests sont sur base volontaire, je le répète, et je répète que c'est important d'y participer. Mais pour ces tests-là, on est invité, on doit s'y rendre. On aura plus de certitude pour soi-même et on protège son environnement. Question d'RTL. Question par rapport aux symptômes. Qui constate qui a des problèmes de muscles ou d'appétit? Comment constater cela? Les sensibilités des différentes personnes ne sont pas les mêmes. S'il n'y a pas la volonté de laisser un enfant malade à la maison, ou si ce n'est pas possible pour des raisons organisationnelles, quelles sont les possibilités de l'école de réagir à une telle situation? La première responsabilité incombe aux parents de définir cela, parce que l'école ne fait pas un diagnostic. On ne mesure pas la température à tout le monde le matin. Et on ne peut pas demander, les écoles ne peuvent pas demander à tout le monde s'il a mal à la tête ou pas, mais on sensibilisera de manière renforcée. La politique de l'école a toujours été, si un élève est malade, il reste à la maison. Et on fera des communications à ce niveau, parce que la situation est encore plus complexe. Parce que la fièvre, ça peut être un symptôme du virus. Donc il faut stimuler le moins d'anxiété possible, bien sûr. Il a toujours été difficile, dans certains cas, de passer le message aux parents. Maintenant, si un enseignant se rend compte qu'il y a un enfant qui peut y avoir une sensibilité, et on peut peut-être lui demander si l'enfant a des difficultés à respirer, a mal à gauche et à droite. Alors, si l'enseignant voit ça, alors c'est à l'école, l'enseignant de dire aux parents, voilà, venez chercher l'enfant. Et on espère pouvoir joindre les parents, même s'ils travaillent. Et dans ce genre de cas, si l'enfant vient encore à l'école le lendemain, alors on a d'autres institutions comme l'ONE par exemple qui peut encore soutenir la famille pour lui faire prendre en compte les responsabilités. Pour continuer, qu'est-ce qui se passe si un enfant doit rester à la maison? Il n'y a plus de congé pour raison familiale. Il y a le congé normal pour raison familiale. Et ce congé est motivé par le fait qu'un enfant peut tomber malade et que pendant une certaine durée, les parents peuvent prendre un certain nombre de jours de congé. Ce congé-là existe toujours, a toujours été d'application. On avait un congé supplémentaire quand les écoles étaient fermées ou fonctionnaient en partie. Cette situation-là n'existe plus. Maintenant, c'est la situation comme avant la crise de Covid. Il y a le congé pour raison familiale normal. Grand merci. Je souhaite à tous les enfants, à tous les parents également qui sont encore en vacances, des belles vacances.
Et pour les autres personnes, ils commencent à se préparer la rentrée. Et j'espère qu'on pourra bien aborder cette rentrée et qu'on retournera à l'école avec un sentiment de sécurité. Merci.